Bonsoir Pierre Laurin. Bonsoir. Vous êtes un expert de la Russie et vous avez composé un livre dense de 679 pages sur ce pays complexe qu'est l'Ukraine. Et surtout, l'intérêt, c'est que vous l'avez composé avant la guerre, le conflit actuel. Vous l'avez écrit en 2019 et la version que nous avons des éditions Bartilla actuellement est une édition actualisée, modernisée. Elle est parue l'année dernière. Ma première question va directement à l'expert de la Russie qui a étudié les Romanov, qui est allé dans des tréfonds de l'âme russe de façon historique et rigoureuse. Est-ce que vous vous attendiez à cette guerre qui sévit depuis 27 jours maintenant? Non, non. Vous êtes encore... Je ne m'y attendais pas. J'ai été sidéré parce que ce n'était pas le déroulement des événements que l'on attendait. Et depuis, eh bien, on se demande réellement ce qui se passe. On commence à discerner tout de même des idées forces, des idées clés. On voit quel peut être l'objectif de Vladimir Poutine. On voit quelles peuvent être les difficultés pour atteindre cet objectif. Mais ça n'enlève pas la sidération du départ. Et quand vous dites qu'on voit maintenant se dessiner les objectifs de Vladimir Poutine, vous sentez que ce sont des objectifs un peu qui se révèlent avec la guerre? Parce que c'est une annexion pure et simple qu'il cherche à faire? Non, je ne pense pas que l'annexion soit dans les buts de guerre, parce que si l'on regarde bien, en fait, il y a un théâtre principal d'opération qui est le Donbass et le sud de l'Ukraine. C'est là où on combat réellement. Le reste, eh bien, ce sont des bombardements d'objectifs militaires destinés à réduire la capacité de défense de l'Ukraine. Il y a évidemment des frappes qui sont ou des erreurs ou des problèmes d'interprétation de ce qui se passe réellement sur le terrain, en particulier les frappes contre certaines villes. Ou Mariupol. Non, Kiev, Mariupol, là, c'est vraiment les combats. Mais par exemple, des frappes sur Kiev, ça ne sert à pas grand-chose. Donc, on se demande réellement quel est l'objectif. En revanche, ce qui est très clair, c'est qu'il y a un déploiement de force autour de Kiev qui, depuis 27 jours, ne bouge pas ou très peu. Il y a des combats sporadiques, mais c'est plutôt, à mon avis, destiné à attirer une partie de l'armée ukrainienne de manière à ce que les combattants du Donbass soient moins nombreux du côté ukrainien. Alors, vous vous intéressez à Poutine depuis assez longtemps. On oublie trop souvent de rappeler qu'en 2000, il avait frappé à la porte de l'OTAN et qu'il avait reçu une fin de non-recevoir 2 ans plus tard. Est-ce que vous pensez que cette guerre, c'est en fait une sorte de réaction de l'humilier de cette séquence de 2000? Oh, il en a fallu beaucoup plus pour humilier Poutine. À l'époque, oui, il avait subi ce contre-coup. Il pensait qu'effectivement, on allait créer une alliance de l'hémisphère nord qui irait de Vancouver à Vladivostok. Les présidents Bush et Gorbatchev en avaient parlé en 89 et en 91. Les présidents Clinton et Yeltsin en avaient parlé en 93. Et lui, il pensait y avoir réussi. Et puis non, pas du tout. On a créé un conseil commun OTAN-Russie. Où il avait une part égale dans les discussions. Oui, et puis en plus, la Russie était totalement intégrée, c'est-à-dire qu'elle faisait partie... OTAN-Russie, on disait. Voilà, on était à égalité, tous à parité. Et après cela, il y a eu le problème de l'Irak. Ah oui, où Vladimir Poutine, finalement, vote. Il vote avec la France. La France met son veto au Conseil de sécurité et la Russie suit. L'Allemagne n'a pas de voix au Conseil de sécurité, donc elle est extérieure, mais elle s'oppose également à cette guerre d'Irak. Et finalement, les Américains pardonnent à la France et à l'Allemagne, mais condamnent complètement la Russie. Et progressivement, l'histoire du bouclier antimissile américain, officiellement destiné contre les États voyous, l'Iran, la Corée du Nord, mais en fait clairement orienté contre la possibilité de frappe, de première frappe éventuelle de la Russie. Et ça crée des antagonismes qui s'accumulent. Et enfin, la question ukrainienne qui arrive qui est exacerbée au moment de l'Euromaïdan en 2014. Et à partir de là, tout se dégrade. Mais là, quand je vous écoute, dans votre lecture, on a l'impression que c'est vraiment la relation de la guerre froide, de la Russie contre les États-Unis qui s'est grippée depuis 2000 et qui finalement
aboutit à ce conflit. C'est exactement cela. C'est une grille de lecture qui vous semble vérifiée, parce qu'au moment, c'est vrai que dans les derniers mois, plusieurs fois, la Russie a fait des appels du pied à Joe Biden, qui n'y a pas répondu, ou qui a laissé visiblement des non-réponses à des propositions. Et est-ce que du coup, c'est le coup de sang, il taille dans le vif, il tranche dans le vif d'un seul coup, Vladimir Poutine, en se disant j'en ai marre d'attendre des Américains une réponse qui ne vient pas? Je crois que c'est certainement ce qui a pu se passer, c'est l'une des explications. À mon avis, ce qui s'est réellement passé dans les rapports entre les États-Unis et la Russie, c'est que les États-Unis, tout en disant ils se préparent à l'invasion, n'y croyaient pas eux-mêmes. Personne n'y croyait. Et arrive un moment où les rapports de force internationaux ne peuvent pas rester dans le doute. Il faut que quelque chose se passe pour que les choses soient claires. Et là, je crois que les choses sont très claires. La Russie a été prête à aller beaucoup plus loin que les Occidentaux ne pensaient. Et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Seul l'avenir le dira. En tout cas, ce qui est dramatique, évidemment, c'est que ça se passe à un moment et dans un endroit où la guerre est toujours un drame, et là c'est particulièrement vrai. Mais rien ne se passe comme un stratège comme Vladimir Poutine aurait pu l'envisager. J'imagine la résistance ukrainienne, on ne l'accueille pas à bras ouverts, l'union un peu sacrée de l'Occident aujourd'hui commerciale. Oui, bien sûr. C'est très surprenant, j'imagine, pour Vladimir Poutine. Non, je ne pense pas que ce soit surprenant. Vous pensez qu'il avait envisagé? Oui, je pense qu'il s'y attendait. Vous avez l'air de dire que quand même depuis 5 ans, l'homme a changé. L'homme est un autre homme. C'est plus il n'a plus l'agilité peut-être qu'il avait avant. Il y a une sorte de schéma paranoïaque qui s'est installé dans sa... Il l'a toujours un peu eu au plan personnel, mais est-ce que le schéma historique paranoïaque de se dire que la Russie est aujourd'hui un peu l'objet d'une entreprise, d'un complot mondial pour l'affaiblir, etc., cette espèce de lecture qu'il a peut-être de son propre pays, est-ce que c'est ça qui a activé son envie d'aller... Je crois qu'effectivement, il y a un problème. Je ne sais pas où il se situe. Est-ce que c'est la paranoïa? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il en a marre simplement? Vous savez, 22 ans de pouvoir, ça finit par user. On sait que depuis quelques années, il se désintéresse complètement de la politique intérieure. Il donne des indications relativement vagues et puis il laisse son gouvernement agir. Tout le monde est terrorisé. Oui. Sur la politique internationale, il a toujours la haute main et il dirige, mais je me demande, c'est mon opinion, mais est-ce qu'il ne fait pas ça aujourd'hui pour permettre à un successeur qui viendrait assez vite de réparer les pots cassés en ayant une situation nette? Le problème de l'Ukraine aurait été résolu, certainement par ou l'annexion du Donbass ou la création d'une fédération ukrainienne avec le Donbass et le reste de l'Ukraine. Ça, c'est les possibilités. Mais en tout cas, le problème résolu, son éventuel successeur d'ici quelques mois ou quelques années, les élections normalement sont prévues en 24, et à ce moment-là, va-t-il se représenter ou pas? Aura-t-il le droit? Parce qu'il a fait 2 mandats, Medvedev prend 2. Oui, il a le droit, parce que le compteur des mandats présidentiels a été remis à zéro par la réforme constitutionnelle de 2018. Donc il a le droit. Mais à l'époque, il était question qu'il ne se représente pas en 2024. Et ça a été rajouté, cet amendement. Officiellement, c'était simplement pour éviter la foire d'empoigne entre les successeurs possibles. Et effectivement, Poutine est un homme qui fédère le système russe. Sans lui, chacun tire un peu de son côté. Il y a différents prétendants. Il y a des clans des économistes, le clan des militaires, des clans des renseignements. Et on les voit très bien agir derrière, mais il les fait tenir tranquilles. Par sa personnalité, par son aura, par ce savoir-faire de 22 ans de règne, comme vous dites, ça use, mais ça aussi, ça aguerrit. Ça aguerrit, oui. Mais alors, maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de Zelensky, parce que votre livre, passionnant, nous explique combien cette nation ukrainienne est aussi, comme le disait Benoît Méchain en 1939,
une sorte de fantôme, une sorte de vœu pieux, de rêve un peu. Benoît Méchain disait que l'Ukraine était le fantôme de l'Europe. Vous le citez dans votre introduction. Oui. Mais ça m'intéresse de savoir comment le président Zelensky, finalement, il est face aussi à un pays qui est disparate, avec 3 religions fortes, vraiment une religion catholique à l'ouest, au centre une religion ukrainienne orthodoxe, et puis vers justement cette partie est, évidemment, une religion très rattachée à Moscou et à Kirill. Et donc finalement, on est dans une espèce de fragmentation souterraine, religieuse du pays. Est-ce que vous diriez que ça restitue le fait que peut-être que ce n'est pas un pays, que ça révèle. Non. C'est complètement un pays avec des frontières intégrées. C'est un pays, mais c'est un pays qui se cherche. C'est un pays qui ne se trouve pas encore. C'est un pays qui avait une possibilité. Vous savez, les 2 premiers présidents de l'Ukraine indépendante, Leonid Kravchuk et Leonid Kuchma, qui étaient réellement un peu incompétents, mais qui avaient une vision de l'Ukraine, et leur vision, c'était l'Ukraine entre l'Europe et la Russie. C'est-à-dire une passerelle qui serait économique et qui, bien entendu, dans un monde porterait idéal, des bénéfices. Bien sûr, on a envie de croire aux passerelles. Et le problème, c'est qu'à partir de la Révolution orange de 2004, l'orientation a été pro-occidentale avec une vision beaucoup plus jacobine. C'est-à-dire, il faut créer une nation ukrainienne unie, en gommant les différences. Or, les différences, elles existent. Oui, mais c'était un parti pris volontariste, comme vous le dites, mais peut-être qu'il a permis qu'aujourd'hui, cette résistance ukrainienne semble vraiment très unifiée. Enfin, on sent que c'est un peuple qui est en train de se dresser contre plus fort que lui, finalement. Ça, c'est très difficile à dire. Oui. C'est très difficile à dire. Mais alors, si on reparle maintenant de ce gouvernement de Zelensky qui est réélu en 2019... Élu, en 2019 sur un programme de pacification avec la Russie. C'est la paix. Je vais faire la paix au Donbass. Visiblement, il a 73% des suffrages. C'est quand même plus qu'un... Voilà, il est installé à son pouvoir très légitime pour le peuple. Et cet homme-là, en fait, quand on regarde de près, aujourd'hui, on l'applaudit dans les assemblées nationales du monde entier. Il était quand même coincé par il y a une oligarchie chez lui aussi, une armée visiblement très reliée aux États-Unis et qui était pour la guerre contre la Russie, pour la résistance au Donbass forte. Est-ce qu'on a aussi un homme qui finalement a composé, et puis visiblement un gouvernement très corrompu, ça il faut pas le nier. Est-ce que vous diriez que tout ça est très fragile et que cet État ukrainien, dont aujourd'hui on encense un peu le courage et à raison la dignité, est-ce que vous diriez que finalement c'est un État très fragile ? Oui, c'est un État très fragile, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas. Mais c'est un État fragile, c'est un gouvernement fragile. Effectivement, Zelensky est arrivé avec un programme de paix. Il a essayé de le mettre en place et il s'est heurté à des résistances à tous les niveaux. Les militaires, les oligarques qui ont intérêt à la guerre, les gens du Donbass, même les séparatistes du Donbass, qui ont également un certain intérêt à la guerre. Et finalement, il n'avait pratiquement pas d'alliés. Il était soutenu vaguement par les États-Unis. Il aurait pu taper du poing sur la table, faire une déclaration télévisée et dire à ses concitoyens, vous avez été 73% à m'élire, aidez-moi, moi je veux la paix, les autres ne veulent pas. C'est avec vous que je vais faire la paix. Qu'est-ce qu'auraient fait les États-Unis ? Très difficile de faire cela. Qu'est-ce qu'auraient pu faire les États-Unis dans un Donald Trump ? Les États-Unis, là, ils ont jeté de l'huile sur le feu en permanence. En activant le... Parce qu'ils avaient intérêt à ce que l'Ukraine reste une sorte de poudrière qui légitimait l'action de l'OTAN. Si la paix règne en Europe, à quoi sert l'OTAN ? Vous êtes hyper lucide et c'est presque un peu cynique comme lecture, non ? Je ne sais pas, mais je crois que la réelle politique, c'est le cynisme. Si on fait de la politique avec simplement la moraline et les bons sentiments... Ça marche pas. Non, c'est ce que l'on voit. L'Europe s'est laissée induire en erreur par cette volonté américaine de diviser l'Europe, de la diviser, de la réduire, de faire en sorte surtout qu'elle ne devienne pas une puissance concurrente. Et l'on le voit très bien lorsque l'Allemagne, qui est l'un des piliers de l'Europe avec la France, la relation entre la France et l'Allemagne, et qu'au final, on choisit les F-35 américains plutôt que les avions français,
Bon, ben là, il y a vraiment un problème, c'est que l'Amérique a gagné. L'Amérique a gagné, oui. Oui, oui. Et donc, votre lecture, c'est que si on reste sur le pragmatisme, cette réelle politique dont vous parlez, quelle est l'issue une fois que quel but sera atteint, Vladimir Poutine va-t-il accepter de retirer ses troupes? Je crois que la solution est déjà en vue. Lorsque, la semaine dernière, le président Zelensky évoquait le fait que la neutralité de l'Ukraine était envisageable, il est revenu tout de suite après. Mais pourquoi est-il revenu après? Dans les chancelleries, on dit que c'est parce au même moment, il est tellement humilié par les frappes qui sont incessantes sur son peuple qu'il n'est pas dans les mêmes états d'esprit. Oui. Non, je crois que c'est plus cynique que cela. C'est que des conseillers internationaux lui ont dit non, il faut continuer. Il faut surtout pas la neutralité de l'Ukraine. Il faut surtout pas. Il faut continuer pour quel but alors pour Zelensky? Pour que l'OTAN continue de durer. Si vous voulez, là, il y a un calcul qui est fait. Est-ce que l'armée russe va pouvoir accomplir ou remplir sa mission? Sa mission, c'est de détruire l'armée ukrainienne, de liquider les régiments néo-nazis qui existent, contrairement à ce que l'on affirme. Qui sont de 5-10%, c'est ça? Mais on dit que dans le Donbass, ils sont très présents, donc ils sont visibles. Ils sont très présents, très visibles. Mais dans l'armée... Ah bon? Je ne sais pas. Alors, voilà. Ici, en France, vous avez un zigoto dans un meeting d'un candidat qui fait le salut nazi, et c'est le retour de la bête immonde. En Ukraine, vous avez des milliers de gens armés qui font le salut nazi, qui portent des insignes nazis, et là, ça ne pose aucun problème. Non, ils sont insignifiants. Mais ils tiennent la rue, ces gens. Vous savez, les Black Blocs ici, ils tiennent les manifestations. Ils sont peu nombreux, mais on les voit. Eh bien, à Kiev, c'est exactement la même chose, mais c'est l'extrême droite qui fait des défilés au flambeau pour commémorer les héros de l'indépendance qui collaboraient avec le Reich allemand. Mais l'extrême droite ou les nazis? Les deux, c'est pareil. En Ukraine, il n'y a pas réellement de... Mais lorsque vous célébrez les combattants de la division Waffen-SS, Galicie... Bien sûr, mais ça me semble... Bon, vous avez tous les 28 avril les commémorations avec des discours officiels, etc. Ce sont des héros ukrainiens de l'indépendance. Alors on va vous expliquer... c'est une minorité, est-ce qu'on est d'accord pour le chiffre? Mais bien sûr que c'est une minorité. On est autour de 10%, c'est ça? Peut-être que c'est inquantifiable. C'est inquantifiable. Quand vous dites qu'ils tiennent la rue, c'est peut-être... Oui, comme les Black Blocs ici. Oui, ils tiennent les surgissements très virulents de la rue. Oui. Mais est-ce que c'était une raison? Est-ce que nous, finalement, toute démocratie a aussi en son sein toujours des groupuscules, des partis extrémistes qui sont solubles dans une démocratie? On ne les tolère pas. On ne les tolère pas quand ils ont cette référence aussi explicite à et surtout un épisode... lorsqu'ils constituent des forces militaires intégrées dans l'armée ukrainienne et qui sont armées, effectivement, l'armée ukrainienne n'est pas composée de néo-nazis, mais elle en a en son sein. Écoutez, elle ne devrait pas. En tout cas, merci beaucoup Pierre Laurin, parce que ces éclairages sont précieux et assez rares. Merci pour votre regard érudit sur cette situation ukrainienne. Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'Ukraine, une histoire entre deux destins, qui est une nouvelle édition actualisée aux éditions Bartilla. C'est dans toutes les bonnes librairies de France. Et avec nos reporters du Figaro, bien sûr, nous vous informons heure par heure sur le théâtre du conflit ukrainien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Au revoir à Pierre vous. Laurin. Merci.